il y a 3 mois, j'ai regardé mes parents démolir le salon d'un parfait inconnu à coups de batte de baseball, pensant qu'il détruisait ma vie. En réalité, il m'offrait le plus beau cadeau que je n'aurais jamais soupçonné désirer, la liberté. La libération de ceux qui étaient censés m'aimer le plus au monde. Je m'appelle Chloé, et je dois vous raconter le jour où j'ai découvert que les personnes les plus toxiques de votre vie partagent parfois votre ADN. Tout a commencé avec 120 000 € et un repas de famille qui allait tout changer, pour toujours. Mais pour comprendre pourquoi cet argent a failli anéantir mon existence, je dois vous ramener 5 ans en arrière, à une époque où je croyais encore que les liens du sang signifiaient la loyauté, et que l'amour se devait d'être inconditionnel. J'avais 28 ans à l'époque, et je vivais dans un petit studio parisien si exigu qu'il tenait plus de la chambre de bonne que d'un véritable appartement. Chaque matin, pendant 4 longues années, je me réveillais dans cet espace confiné et je me répétais la raison de mes sacrifices. Pourquoi je mangeais des pâtes au beurre pour le dîner? Pourquoi je prenais le bus et le RER bondé au lieu d'avoir ma propre voiture? Pourquoi j'achetais mes vêtements dans des friperies et célébrais mes anniversaires avec des viennoiseries de supermarché? 120 000 €. C'était le visage de ma liberté. Assez d'argent pour acheter une maison. Pour enfin posséder un espace qui serait véritablement le mien, un refuge loin du tumulte de la ville. Chaque euro représentait un choix, un renoncement, un rêve différé mais jamais abandonné. Des nuits blanches à déboguer du code jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Des projets en freelance le week-end, pendant que mes amis profitaient de leur jeunesse. Tout cela en valait la peine, car je l'avais trouvé. La perle rare. Une charmante maison de campagne en pierre, avec des volets bleus, un parquet ancien et une cuisine baignée par la lumière dorée du matin. Chaque samedi, je prenais ma vieille Renault 4 pour me rendre dans leur maison de campagne en Provence, pour notre tradition familiale hebdomadaire. Maman préparait son fameux bœuf bourguignon, dont l'odeur embaumait toute la maison. Papa se plaindrait de son mal de dos, tout en savourant secrètement la présence de ses 2 filles à table. Et Manon, ma sœur aînée de 3 ans, arriverait avec Lucas, son mari, qui semblait toujours courir après le prochain plan miracle pour devenir riche sans vraiment travailler. Ce samedi d'octobre particulier était différent. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti une électricité dans l'air, la prémonition que quelque chose d'important allait se produire. Manon et Lucas chuchotaient dans un coin, tels des conspirateurs. Maman me lançait des regards étranges, un mélange d'excitation et de calcul. Papa évitait mon regard pendant ses lamentations habituelles sur le chien du voisin. Trop absorbé par ma propre excitation, je n'ai pas prêté attention aux signaux d'alarme. J'avais des photos de la maison sur mon téléphone, prête à partager ma joie avec ceux qui étaient censés célébrer ma réussite. Manon a une excellente nouvelle à vous annoncer, déclara maman alors que nous nous installions autour de la grande table en bois. Sa voix avait cette intonation particulière qu'elle utilisait juste avant de demander une faveur. Ce qui suivit me noue encore l'estomac aujourd'hui. Manon ne s'est pas contentée de nous parler de son nouveau projet d'entreprise. Elle nous a fait une présentation complète. Des diagrammes imprimés, des graphiques, des projections de revenus, une analyse de marché. C'était sa 3e tentative dans l'entrepreneuriat. Et visiblement, elle n'avait rien appris de ses 2 échecs spectaculaires précédents, qui avaient forcé mes parents à hypothéquer leur maison pour éponger ses dettes. J'ai appris de mes erreurs, dit-elle, les yeux brillants de ce mélange dangereux de désespoir et d'illusion que je connaissais trop bien. Cette fois, tout est planifié. J'ai juste besoin d'un capital de départ pour le développement et le marketing. Lucas hochait la tête à ses côtés, jouant son rôle de mari solidaire à la perfection. Les projections montrent que nous pourrions doubler l'investissement en 2 ans. C'est à ce moment-là qu'ils se sont tous tournés vers moi. Pas des regards furtifs, mais des regards appuyés, pleins d'attente, qui firent naître une sensation de froid dans ma poitrine. « Pourquoi vous me regardez tous comme ça ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. La voix de Manon prit ce ton doucereux et manipulateur qu'elle perfectionnait depuis notre enfance. « Eh bien, je sais que tu économises pour une maison, et maman a mentionné que tu avais environ 120 000 € de côté. » Le silence tomba sur la pièce, seulement troublé par les battements assourdissants de mon cœur dans mes oreilles. Ils avaient discuté de mes finances. Ils avaient calculé précisément ce que je valais pour eux. Je n'étais pas leur fille, leur sœur. J'étais un distributeur de billets ambulant avec un lien de parenté commode. Je n'investirai pas l'argent de ma maison dans ton entreprise, Manon.
Les mots sortirent plus secs que je ne l'aurais voulu, mais j'étais sidéré par leur audace. Il ne s'agissait pas d'un petit service entre sœurs. C'était mon avenir tout entier. Il me demandait de le parier sur le bilan désastreux de Manon en affaires. Le visage de Manon se décomposa comme si je l'avais giflé. Mais si tu m'aides maintenant, dans 2 ans, je te rendrai 240 000 euros. Tu pourrais acheter une maison encore plus belle. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'absurdité de la situation était totale. La femme qui avait fait faillite 2 fois me demandait de lui confier les économies d'une vie, sur la base de rien d'autre que de l'optimisme et de projections chimériques. Manon, tu as déjà échoué 2 fois. Il est peut-être temps d'arrêter ces combines et de trouver un vrai travail, comme tout le monde. C'est là que tout a explosé. Manon a fondu en larmes et s'est enfuie de la pièce, comme si nous étions encore des adolescentes en pleine crise. Lucas m'a traité de sans-cœur avant de la suivre. Et mes parents, ceux qui m'avaient élevé, qui m'avaient prétendument aimé inconditionnellement pendant 28 ans, se sont retournés contre moi comme si j'étais le monstre de l'histoire. Comment peux-tu être si cruel avec ta sœur? La voix de maman était glaciale, me transperçant comme une lame. Manon a plus de talent que tu n'en auras jamais. Tu es juste jalouse de son succès. Le succès? J'avais envie de hurler. Quel succès? Les 2 faillites, les créanciers qui appelaient chez eux à toute heure, le stress qui avait provoqué des crises de panique à papa et l'avait envoyé aux urgences. Mais c'est papa qui a apporté le coup de grâce. Tu donnes cet argent à Manon ou tu ne fais plus partie de cette famille. J'ai dévisagé ces gens, ces étrangers portant le masque de mes parents, et j'ai réalisé qu'à leurs yeux, je n'avais jamais été une fille. J'étais un compte en banque avec un cœur qui bat, une ressource à exploiter en cas de besoin. Je ne lui donnerai pas mon argent, ai-je dit calmement. Alors sors de notre maison et ne reviens plus. C'est ce que j'ai fait. J'ai quitté cette maison, suis rentré dans mon petit studio étouffant, et j'ai changé de numéro de téléphone le lendemain. S'il voulait m'exclure de la famille pour de l'argent, j'allais rendre la chose officielle. 1 an plus tard, j'ai acheté cette maison. La même charmante maison de campagne avec son parquet ancien et la lumière du soleil matinal inondant la cuisine. J'ai installé mon bureau dans la chambre d'amis et j'ai découvert ce qu'était la véritable paix. Fini les repas de famille du samedi à marcher sur des œufs. Fini d'écouter les derniers plans d'affaires délirants de Manon. Fini d'être traité comme un distributeur automatique humain par les gens qui étaient censés m'aimer. Par des amis communs, j'ai appris que l'entreprise de Manon était un succès cette fois. Elle avait acheté une grande maison, voyagé constamment avec Lucas, affichant leur style de vie somptueux sur les réseaux sociaux. J'étais sincèrement heureuse pour elle, mais je n'éprouvais aucun regret d'avoir protégé mon avenir financier. Pendant 5 ans, j'ai vécu sans eux. 5 années paisibles, sans drame, où j'ai progressé dans ma carrière, appris à apprécier ma propre compagnie et construit lentement une vie qui me semblait authentique. J'ai même rencontré quelqu'un, Léo, un homme incroyable avec qui j'ai tissé des liens lors d'un événement de réseau professionnel. Il vivait à Bordeaux, mais notre relation à distance fonctionnait parce qu'il était tout ce que ma famille n'avait jamais été, gentil, stable, encourageant, quelqu'un qui m'appréciait pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Léo me rendait visite, je lui rendais visite, et nous avons commencé à parler sérieusement d'un avenir commun. J'envisageais même de vendre ma maison pour déménager dans sa région et prendre un nouveau départ avec quelqu'un qui se souciait véritablement de mon bonheur. Puis, un mardi matin qui commençait comme tous les autres, j'ai reçu un email qui a tout changé. Il est arrivé sur mon ancienne adresse, celle que je ne consultais presque plus. Le nom de l'expéditeur m'a glacé le sang, maman. Chloé, nous devons te voir de toute urgence. C'est une question de vie ou de mort. S'il te plaît, reviens à la maison. Malgré tout, ces gens m'avaient élevé. Si quelqu'un était mourant, si papa avait une crise cardiaque ou maman un cancer, je devais savoir. J'ai donc répondu, de manière brève et directe, je passerai ce samedi. Samedi matin, je suis resté assise dans ma voiture devant leur maison pendant 10 minutes, essayant de rassembler mon courage. Le village semblait plus petit que dans mes souvenirs, un peu défraîchi. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, ce sont les 2 voitures dans l'allée, la Porsche neuve de Manon et la Mercedes immaculée de Lucas, toutes 2 d'une valeur exorbitante. Ce n'était donc pas seulement à propos de mes parents. C'était une intervention familiale. Maman a ouvert la porte, l'air plus âgé, plus fatigué,
avec de nouvelles rides autour des yeux qui n'étaient pas là 5 ans auparavant. Chloé, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Merci d'être venue. Toute la famille était réunie dans le salon, comme pour une sorte de réunion tordue. Papa dans son fauteuil habituel, l'air sombre, Manon sur le canapé à côté de Lucas, les yeux rougis par les larmes. Ils semblaient tous sincèrement heureux de me voir, mais aussi terrifiés. Que se passe-t-il? Ai-je demandé, en restant debout pour ne pas me sentir à l'aise. Ton email disait que c'était une question de vie ou de mort. Maman s'est immédiatement mise à pleurer. C'est à propos de Manon. Elle a de graves ennuis. J'ai regardé ma sœur, qui ne pouvait même pas croiser mon regard. Lucas lui tenait la main comme si elle risquait de s'envoler. Quel genre d'ennui? Papa s'est éclairci la gorge. Son entreprise a fait faillite il y a 3 mois. La banque a saisi leur maison. Elle doit de l'argent à des gens très dangereux. J'ai ressenti ce mélange familier de justification et de tristesse sincère. Justification parce que j'avais eu raison depuis le début sur ses perspectives commerciales. Tristesse parce que perdre sa maison est une épreuve terrible, même quand c'est le résultat prévisible de ses propres mauvaises décisions. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je prudemment. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Manon a finalement parlé, sa voix à peine un murmure. 150 000 euros. À qui dois-tu 150 000 euros? Lucas répondit, des investisseurs privés. Ce ne sont pas le genre de personnes qui acceptent un « je te paierai plus tard » comme réponse. Manon se remit à pleurer. Ils appellent, ils nous menacent. Ils savent où nous logeons maintenant. Ils connaissent nos habitudes. On a peur, Chloé. Vraiment peur. J'avais pitié d'eux. Sincèrement. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi j'étais assise dans ce salon. C'est terrible. Mais je ne vois toujours pas ce que vous attendez de moi. Maman a lâché la bombe. Nous savons que tu as acheté une maison. Une belle maison. Nous pensons que tu devrais la vendre pour aider Manon à rembourser ses dettes. Je l'ai regardée comme si elle avait une deuxième tête. Vous avez perdu la tête? Tu es jeune, a poursuivi maman comme si je n'avais pas parlé. Tu peux t'acheter une autre maison. Manon et Lucas pourraient être gravement blessés s'ils ne remboursent pas cet argent. J'ai regardé autour de moi. Ces gens qui m'avaient abandonné pendant 5 ans, qui m'avaient dit que je n'étais plus de la famille, qui n'avaient jamais appelé pour savoir si j'étais vivante ou morte. Alors, si je comprends bien, dis-je lentement, ma voix devenant plus froide à chaque mot. Vous m'avez mise à la porte il y a 5 ans parce que je ne voulais pas donner d'argent à Manon pour son entreprise. Maintenant que cette entreprise a échoué de manière spectaculaire, elle est endettée auprès de gens dangereux et vous voulez que je vende ma maison pour la renflouer? La famille est de la famille, a dit papa, sans sourciller. La famille? J'ai ri, mais sans aucune gaieté. Vous m'avez dit que je n'étais plus de la famille. Vous vous souvenez? Vous m'avez complètement coupé de vos vies. Manon sanglotait plus fort. Je sais qu'on a fait des erreurs, mais c'est différent. Ces gens ne vont pas juste nous traîner au tribunal. Ils vont nous faire du mal. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant d'emprunter de l'argent à des requins de la finance. Lucas s'est énervé. Tu n'as aucune idée de la pression que nous subissons. Tu as raison. Mais j'ai remarqué 2 voitures très chères dans l'allée. Commencez peut-être par les vendre pour rembourser une partie de la dette. On a besoin de ces voitures pour le travail, a rétorqué Manon. Vous en avez plus besoin que d'être en sécurité? Leur logique circulaire me donnait le vertige. Ils me demandaient de détruire ma sécurité financière pour régler des problèmes qu'ils avaient créés, tout en refusant de faire le moindre sacrifice. Maman s'est approchée de moi. Cette maison que tu as achetée, si tu la vendais, tu pourrais rembourser les dettes de Manon et il te resterait encore de l'argent pour un bel appartement. Un bel appartement. La colère montait en moi. Maman, j'ai travaillé comme une forcenée pour cette maison. J'ai économisé chaque centime pendant des années. J'ai vécu comme une nonne pour pouvoir me l'offrir. Je ne la vendrai pas pour réparer les erreurs de Manon. C'est ta sœur, a dit papa. C'est aussi une adulte qui a fait ses propres choix. De mauvais choix, apparemment. Manon a bondi du canapé. Tu es censé m'aider. Tu es censé te soucier de ce qui m'arrive.
Où était cette loyauté familiale il y a 5 ans quand vous m'avez tous dit de dégager? C'était différent, a dit maman. En quoi était-ce différent? Vous ne vouliez pas m'aider à garder mon argent à l'époque, et je ne veux pas vous aider avec vos problèmes d'argent maintenant. Le silence s'est fait. Tout le monde me regardait comme si j'étais déraisonnable, le méchant de leur drame familial tordu. Je ne le ferai pas, ai-je dit finalement. Manon s'est mise dans ce pétrin, elle peut s'en sortir seule. Si vous voulez tant l'aider, vendez votre maison et donnez-lui l'argent. Maman a eu un hoquet de surprise, comme si je l'avais giflé. C'est la seule maison que nous ayons. Nous sommes vieux, Chloé. On ne peut pas tout recommencer comme toi. Alors je suppose que vous comprenez exactement ce que je ressens pour ma maison. Je me suis dirigé vers la porte. Manon a crié derrière moi. Tu fais une énorme erreur. Ces gens ne plaisantent pas. Je me suis retourné pour la regarder. Moi non plus. Je les ai laissés là et suis rentré chez moi, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Dès mon retour, j'ai bloqué l'adresse email de maman. J'en avais fini avec leur drame, pour de bon. Pendant une semaine, tout a été paisible. Léo appelait tous les jours, toujours aussi compréhensif et encourageant. Tu as fait le bon choix, n'arrêtait-il pas de dire. Ils ne peuvent pas débarquer après 5 ans et exiger que tu règles leurs problèmes. Je me sentais plutôt bien dans ma décision. Bien sûr, j'étais triste que Manon ait des ennuis, mais ce n'était ni ma faute ni ma responsabilité. J'avais ma propre vie à gérer. Puis le mardi matin est arrivé, et tout a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. J'étais dans ma cuisine, en train de préparer un café, me réjouissant d'une journée de travail productive, quand j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai failli laisser tomber ma tasse. Maman et papa remontaient mon allée comme s'ils étaient chez eux. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé en ouvrant la porte. « Comment avez-vous eu mon adresse ?» Maman avait l'air fière d'elle. Manon a engagé un détective privé. Un détective privé? Vous êtes sérieux? Papa inspectait ma maison avec des yeux calculateurs, et je pouvais presque voir les signes d'euros tourner dans sa tête. C'est un bel endroit, dit-il. Sortez de ma propriété. Mais maman m'a bousculé et est entrée directement dans ma maison comme si elle en avait le droit. Papa l'a suivi. J'étais tellement choqué par leur effronterie que je suis resté figé un instant. Ne vous installez pas, ai-je dit. Vous ne restez pas. Maman se promenait dans mon salon, touchant mes affaires, examinant tout comme si elle faisait une expertise immobilière. Si tu vendais cette maison, tu pourrais facilement payer la dette de Manon et il t'en resterait largement assez pour un endroit plus petit. Peut-être un bel appartement. Je vous ai déjà dit que je ne vendais pas ma maison. Mais regarde tout cet espace, dit papa en écartant les bras. Tu vis seul ici. Tu n'as pas besoin de toute cette place. Ce dont j'ai besoin ne vous regarde pas. Maman s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux à nouveau. Manon a vraiment peur, Chloé. Ces hommes l'ont appelée hier. Ils savent où elle et Lucas logent maintenant. Ils ont dit que s'ils n'avaient pas leur argent d'ici la fin du mois, quelque chose de grave arriverait. Alors peut-être que Manon devrait aller à la gendarmerie. Les gendarmes ne peuvent rien faire, dit papa. Ce ne sont pas des gens qui se soucient des ordonnances restrictives. Ma frustration grandissait de seconde en seconde. Ce n'est toujours pas mon problème. Vous devez partir. Maintenant. Nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas accepté d'aider ta sœur, dit maman en croisant les bras comme une enfant têtue. Alors j'appelle les gendarmes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro. Papa m'a saisi le bras. Ne sois pas ridicule. Lâche-moi. Je l'ai repoussé. Je les appelle tout de suite si vous ne sortez pas de chez moi. Ils ont compris que j'étais sérieuse. Maman s'est mise à pleurer plus fort. Très bien. Mais ce n'est pas fini, Chloé. S'il arrive quelque chose à Manon, ce sera sur ta conscience. Et s'il arrive quelque chose à ma sécurité financière parce que je renfloue ces mauvaises décisions, ce sera sur la mienne. Au moins, de cette façon, seule la personne qui a créé le désordre en subit les conséquences. Papa a pointé son doigt vers moi. Tu vas le regretter. La famille est censée rester soudée. Vous ne pensiez pas ça il y a 5 ans.
Après leur départ, j'ai appelé l'agent immobilier avec qui j'avais discuté de la possibilité de vendre ma maison pour déménager avec Léo. Bonjour, c'est Chloé. Nous avions parlé de mettre ma maison sur le marché. Je dois la vendre le plus vite possible. Je suis prête à accepter une réduction de 5% si ça peut accélérer les choses. Eh bien, c'est un timing intéressant. J'ai justement un acheteur qui cherche dans votre secteur. Avec une telle réduction, je pense qu'il serait très intéressé. 3 jours plus tard, il m'a rappelé avec une offre. C'était plus bas que ce que j'espérais, mais juste compte tenu de la vente rapide. J'ai accepté immédiatement. Léo était perplexe quand je lui ai annoncé la nouvelle. Pourquoi une telle précipitation? Je lui ai parlé de la visite non sollicitée de mes parents, de leurs menaces, de leur refus de partir. Je ne leur fais pas confiance, Léo. Je pense qu'ils vont continuer à me harceler. Peut-être même faire quelque chose de fou. Je préfère vendre la maison et mettre l'argent en lieu sûr, où ils ne pourront ni le voir ni l'utiliser comme moyen de pression contre moi. C'est probablement plus sage. Et, ça veut dire que tu peux venir vivre avec moi plus tôt que prévu. Cela m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Ça te va si je reste chez toi le temps de chercher une nouvelle maison dans ta région? Tu plaisantes? J'espérais que tu déménages ici. Ça ne fait qu'accélérer notre projet. La vente s'est faite rapidement. En une semaine, tous les papiers étaient signés et la maison était officiellement vendue. Léo a fait la route pour m'aider à tout emballer et à déménager ses affaires chez lui à Bordeaux. Sa présence était un immense réconfort. Alors que nous chargions les derniers cartons dans le camion, j'ai jeté un dernier regard à la maison. J'y avais été sincèrement heureuse. J'avais travaillé incroyablement dur pour me l'offrir, mais je me sentais bien dans ma décision de vendre. Je commençais un nouveau chapitre avec Léo, et ma famille ne pouvait plus utiliser ma maison comme un chantage émotionnel. Ça va? Demanda Léo, en passant son bras autour de moi. Oui, ça va. Allons-y. Nous sommes partis ensemble, et j'ai senti un poids énorme se soulever de mes épaules. Quoi qu'il arrive avec Manon et ses dettes, cela ne m'impliquerait plus, ni moi ni mon argent. J'étais enfin libéré de leur drame. La vie avec Léo s'est avérée incroyable. Son appartement à Bordeaux était confortable et accueillant, et le télétravail m'a permis de m'installer rapidement dans une nouvelle routine. Nous passions nos soirées à regarder des annonces de maisons en ligne, à planifier notre avenir. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment heureuse et totalement sereine. Cela faisait environ un mois que je vivais avec Léo quand mon téléphone a sonné un mardi matin. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais avec l'indicatif de ma ville natale. Chloé Dubois. Oui. Qui est à l'appareil? Agent Martin, de la gendarmerie de Valençol. Je vous appelle concernant un incident impliquant vos parents, Pierre et Monique Dubois. Mon sang s'est glacé. Quel genre d'incident? Ils ont été arrêtés la nuit dernière pour violation de domicile et destruction de biens. Le propriétaire souhaite porter plainte. J'étais complètement confuse. Violation de domicile où? L'adresse est celle de votre ancienne résidence. Le 847 rue des Mimosas, est-ce une maison que vous possédiez? J'ai vendu cette maison il y a un mois. Qu'est-ce que mes parents faisaient là-bas? C'est ce que nous essayons de déterminer. Ils ont causé des dommages considérables à l'intérieur, détruit des meubles, brisé des fenêtres, peint des obscénités sur les murs. Le nouveau propriétaire les a trouvés dans son salon, en train de fracasser sa table basse avec une batte de baseball. Je me suis assise lourdement sur le canapé de Léo, mes jambes soudain incapables de me porter. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Les dégâts sont estimés à environ 40 000 €. Vos parents ont prétendu qu'ils pensaient que c'était toujours votre maison et que vous leur aviez fait du tort. Ils ont dit qu'ils se vengeaient de vous pour avoir abandonné votre famille. J'ai tout raconté à l'agent Martin. Les dettes de Manon, leur visite non sollicitée, les 5 années de drame familial. Il a écouté patiemment et a pris des notes détaillées. Donc, ils ne savaient pas que vous aviez vendu? Évidemment non. Ils sont probablement allés là-bas pour vandaliser ma propriété en représailles. Au lieu de ça, ils ont détruit la maison d'un innocent. C'est exactement ce qu'il semble. Après avoir raccroché, j'ai raconté ce qui s'était passé à Léo. Il était aussi choqué que moi.
C'est insensé, Chloé. Ils auraient pu se faire tirer dessus. Et si le propriétaire avait été armé? Je n'y avais même pas pensé. Mes parents auraient pu être tués pour cette stupide vendetta. Au cours des semaines suivantes, j'ai reçu des nouvelles de la gendarmerie et d'amis communs. La procédure judiciaire avançait. Mes parents faisaient face à de graves accusations, mais leur avocat a réussi à négocier un plaidé coupable. Ils ont reconnu leur culpabilité en échange d'une peine de prison évitée, mais ils ont dû payer l'intégralité du dédommagement au propriétaire. 40 000 € pour les dommages matériels, plus les frais d'avocat et de justice. Cela a fini par coûter près de 60 000 € au total. Mon amie Juliette m'a appelé quelques semaines plus tard avec toute l'histoire. Chloé, tes parents ont dû vendre leur maison. Ils ne pouvaient pas payer le dédommagement autrement. L'ironie était absolument saisissante. Ils avaient vendu la maison qu'ils prétendaient être leur seul bien, celle pour laquelle ils se disaient trop vieux pour la remplacer. Et le plus beau, a poursuivi Juliette, après avoir tout payé, ils ont donné l'argent restant à Manon pour ses dettes. Ils avaient donc fini par faire exactement ce qu'ils m'avaient demandé, mais avec leur propre maison. Ce n'est même pas le meilleur, a ajouté Juliette. Les créanciers de Manon? Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas si effrayants. C'était juste une société d'investissement légitime qui menaçait de la poursuivre en justice. Pas de genoux brisés, juste une action en justice normale. Manon avait donc menti sur le danger physique. Elle avait manipulé tout le monde. Où vivent tes parents maintenant? Ai-je demandé. Ils louent un petit appartement avec Manon et Lucas. Tous les 4 entassés dans un 2 pièces. De ce que j'entends, ça ne se passe pas bien. Quelques mois ont passé. J'ai entendu dire que ma famille essayait de me contacter. Ils voulaient s'excuser. Chaque fois qu'on m'en parlait, je disais non. Juliette m'a appelé une dernière fois à ce sujet. Ta mère m'a demandé de te dire qu'elle est désolée. Elle a dit qu'ils avaient réalisé qu'ils avaient tout géré de travers. C'est trop tard pour les excuses. Ils ont passé 5 ans sans se soucier de savoir si j'étais en vie. Puis ils ont exigé que je me ruine pour les erreurs de Manon. Ensuite, ils ont commis de véritables crimes parce que je ne cédais pas. C'est fini. Mais c'est ta famille, Chloé. Non, ils ne le sont pas. La famille ne vous abandonne pas pendant 5 ans. La famille n'engage pas de détective privé pour vous traquer. La famille ne s'introduit pas dans des maisons avec des battes de baseball. Léo avait écouté. Quand j'ai raccroché, il a pris ma main. Ça va? Je vais parfaitement bien, en fait. Et c'était vrai. Nous avions trouvé une maison que nous adorions et nous nous préparions à faire une offre. J'avais obtenu une promotion importante au travail. Surtout, je n'avais plus à supporter leur drame incessant. Il m'a souri avec ce regard qui faisait encore battre mon cœur. En parlant de la maison que nous aimons, je pensais faire une offre qui va au-delà de la maison. Il s'est agenouillé, là, dans son salon, et a sorti un écrin qui m'a coupé le souffle. Chloé, veux-tu m'épouser? Nous pourrons acheter cette maison ensemble et commencer notre vraie vie. J'ai commencé à pleurer, des larmes de joie pour la première fois depuis une éternité. Oui. Absolument, oui. Nous nous sommes fiancés ce jour-là et avons fait une offre sur la maison le week-end suivant. Elle a été acceptée. Nous prévoyons de nous marier l'année prochaine dans le jardin de notre nouvelle maison. Parfois, je pense à ma famille et je me demande si j'ai fait le bon choix en coupant les ponts. Ces moments de doute durent environ 30 secondes. Puis je me souviens à quel point ma vie est paisible sans leur manipulation constante. Manon a créé ses propres problèmes. Mes parents ont choisi de cautionner son comportement destructeur. Ils ont tous choisi de me harceler au lieu de gérer leurs problèmes comme des adultes. Et quand j'ai refusé d'être manipulé, ils ont choisi de commettre des crimes. J'ai choisi de construire une vie avec quelqu'un qui m'aime et me soutient sans condition. J'ai choisi de protéger ma sécurité financière et ma santé mentale. Je pense que j'ai fait un bien meilleur choix. Léo et moi planifions notre mariage, parlons d'avoir des enfants un jour. Ma carrière est florissante. Je me réveille chaque jour en me sentant heureuse et en paix. Et rien de tout cela n'aurait été possible si je m'étais laissé entraîner dans leur chaos. Alors non, je ne regrette rien. Parfois, les personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement sont celles qui imposent les conditions les plus impossibles à cet amour.
Et parfois, s'éloigner d'une famille toxique est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même. Les limites les plus difficiles que nous fixons sont souvent celles qui nous libèrent enfin. Et la liberté, j'ai appris, vaut tous les sacrifices. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur le fait de se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fait. Parfois, la famille que l'on se crée est bien meilleure que celle dans laquelle on est né.